Issue à l'origine d'un mélange de pigments et de gomme adragante, vite remplacée par la gomme arabique, à laquelle on adjoint parfois de la glycérine, du fiel de bœuf voire du sucre pour améliorer sa fluidité, l'aquarelle nécessite une maîtrise et une vitesse d'exécution proche de la perfection, du fait de la quasi-impossibilité d'envisager des repentirs. Si sa fraîcheur, sa spontanéité et sa transparence l'ont imposé chez nombre de peintres comme préalable incontournable de leurs toiles à venir, d'autres artistes, parmi les plus grands, soit dit en passant, en ont fait un art à part entière, à bonne distance de la peinture à l'huile. On le sait, les enlumineurs du Moyen-Âge lui ont préféré la gouache aux couleurs éclatantes, mais admirez les études d'animaux du grand Pisanello, dont ce canard qui date de la première moitié du XVe siècle. Et que dire des études d'animaux d'Albrecht Dürer, qui seront pour l'artiste le terrain de sa créativité et de sa liberté, bien loin des exigences toujours plus contraignantes de ses commanditaires. Si les ambassadeurs et leur anamorphose font à eux seuls ou presque la notoriété d'Hans Holbein le Jeune, il serait temps de populariser ces extraordinaires portraits à l'aquarelle, comme vous pouvez en juger ici. On peut en dire autant des paysages brossés par Van Dyck en Angleterre. C'est à ces aquarelles frémissantes que l'on doit le développement de cet art dans ce pays et sa marche vers l'autonomie. L'un des plus beaux fleurons de ce développement est le londonien John Robert Cousins, que John Constable et William Turner voyaient comme l'inspirateur majeur de leurs propres aquarelles de paysages. Mais c'est cet autre londonien qui, à sa suite, fera de l'aquarelle un art populaire en Angleterre. N'en déplaise aux deux génies anglais, c'est son romantisme à lui qui est le grand inspirateur de leur œuvre. Avant de les aborder, je voudrais évoquer la figure de Richard Parkes Bonington, peu connu chez nous, bien que sa lumière et ses audaces chromatiques aient influencé Corot, puis les impressionnistes. Constable, donc, qui n'a cessé d'être opposé à Turner, malgré leurs différences, y compris de caractère, puisqu'il n'aimait rien tant que peindre les lieux qui lui étaient le plus familiers. Un piètre voyageur, contrairement à Turner. Du fait de ses pérégrinations, l'aquarelle sera son alliée la plus précieuse. Il fut le premier peintre à abandonner le sujet pour la couleur, la matière, le jeu des formes et leur rythme. Si Bonington est peu connu chez nous, que dire d'Edward Lear? C'est malheureux, mais c'est ainsi, nous aimons mettre les drôles d'oiseaux en case. Il fut à la fois peintre, poète, musicien et ornithologue. Son exceptionnelle maîtrise de l'aquarelle valut dans notre beau pays nombre de critiques à l'américain John Singer Sargent. Comme on ne cessait de lui reprocher sa facilité, il quitta la France pour l'Angleterre. Son compatriote Edwin Austin Abbey, dont il fit d'ailleurs le portrait, peut lui être comparé, du moins sur le plan technique. Devant son talent, on peut regretter qu'il se soit surtout consacré à Shakespeare. Gustave Moreau a été remis au goût du jour par les surréalistes. La découverte de son art, confiée à André Breton, a conditionné pour toujours ma façon d'aimer. Le poète avait visité à 16 ans sa maison-musée. Faut-il le rappeler tant il aimait s'en vanter, les premières œuvres entièrement abstraites de Vassili Kandinsky étaient des aquarelles, art qu'il pratiquait depuis toujours, avec la plus grande liberté. Liberté vis-à-vis du réel que l'on retrouve dans tous les travaux de Paul Klee, en particulier dans ses aquarelles, telles celles qu'il réalisa lors de son fameux voyage avec Auguste Macke en Tunisie, ce pays où ils eurent la révélation de la lumière. Liberté encore dans les aquarelles griffées de Wolfgang Schulze Divolz, qui prouva, si besoin était, que ce médium est l'outil idéal pour s'aventurer sur les chemins les plus escarpés, tant de l'émotion individuelle que de son expression informelle et gestuelle.